Donc, comme je le disais, bienvenue à tous pour ce premier live qui va principalement concerner OpenAI en C# et .NET par le biais d'Azure, mais après on verra qu'il y a d'autres expérimentations directement avec l'API officielle. Alors, quel est l'ordre du jour de cette présentation? On va rapidement présenter les auteurs plus la plateforme HTS Learning. Ensuite, on va présenter le sujet de démonstration qui va nous intéresser ce soir. On va faire une démonstration live coding et une démonstration. Après, le but, c'est toujours d'en discuter, de poser des questions, d'itérer dessus. Et on aura cette session de questions-réponses à la fin qui concerne globalement tout ce qu'on aura fait et qui pourra s'étendre après sur d'autres sujets divers et variés tant qu'on reste, bien entendu, autour des technos .NET. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui éventuellement ne me connaîtraient pas. Donc moi, c'est Christophe Mommer, je suis indépendant depuis fin 2019. Hop, je vais te mettre. J'ai publié 4 livres techniques aujourd'hui, donc qui sont affichés à gauche, Blazor, Docker, C#, et sur la partie performance du code. J'en ai un cinquième qui va arriver, donc ça c'est une slide de présentation qui est un petit peu ancienne parce que je ne pouvais pas en parler, j'étais sous NDA avant, mais maintenant je peux en parler. Le cinquième livre concernera donc Azure DevOps. Le but c'est d'avoir un ouvrage qui présente la plateforme et qui permet aux développeurs surtout, parce que étant moi-même développeur, de prendre en main la plateforme pour les projets informatiques. Donc pas mal de petites choses là-dessus pour retranscrire mon expérience. J'ai donc publié plusieurs dizaines d'heures de formation en VOD par le biais de ma plateforme et également sur les marketplaces type Udemy ou autres. Une vingtaine de clients satisfaits donc depuis 2019. Alors, 2500 développeurs sur ma plateforme et aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas loin des 4100 sur YouTube. Vous avez quelques logos là sur la partie gauche de boîtes avec qui j'ai travaillé ou je travaille encore, comme La Poste par exemple. Donc, pas, pas la peine d'expliquer ce genre de société, je pense que vous connaissez tous juste le logo. Et je suis donc MCT, donc Microsoft Certified Trainer. C'est une certification de la part de Microsoft, comme quoi on a l'homologation officielle de faire leurs cours pour leur certification. Et MVP depuis 2022. Donc voilà, rapidement pour me présenter. Donc MVP, pareil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'homologation officielle de Microsoft qui dit qu'en gros, on apporte à la communauté des éléments autour des technos Microsoft, donc par exemple par le biais de ce live, ou d'autres éléments comme ça. Mon invité de ce soir, ça va être donc Alexandre Castro. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer de se unmute pour qu'il se présente. Et je lui laisse donc la parole. J'ai mis quelques lignes pour le présenter, mais je vais lui laisser se présenter. Alors, tu as déjà pratiquement tout dit. Alors, je suis contributeur du blog HTS Learning de Christophe. On se connaît depuis 2019 dans mes souvenirs, Ouais. puisqu'il m'a mentoré sur toute la partie architecture. Je suis développeur depuis 2010. Je suis actuellement référent .NET et Azure chez Exactis Elite. Référent, ça consiste en un job qui se partage entre deux activités majeures qui sont l'architecture, donc proposer à des clients des architectures pour des applicatifs, et la partie référent qui est plutôt une partie formation, accompagnement et on dispense les nouvelles technologies par de la veille, etc. Voilà. Donc, et voilà, comme Christophe l'a dit, j'ai déjà beaucoup travaillé sur les services cognitifs Azure pour un client de l'industrie sur des robots principalement et pas sur le robot en lui-même, ça va venir là, on est en train de préparer toute une partie pilotage du robot à la voix pour pas que les gens se blessent en allant manipuler les, les produits qui sont fabriqués par le robot. Mais j'ai travaillé plutôt sur de la recherche intelligente avec toute la partie des analyseurs type, pour ceux qui connaissent, Lucene et les whitespace, etc., les lowercase, etc. Tous les analyseurs qui viennent d'Elasticsearch finalement. Voilà, donc j'ai pas mal travaillé avec ça, avec le computer vision, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, avec l'aide de Christophe, notre petit travail sur ce dont il va vous parler par la suite. Je t'en prie, vas-y Christophe. Parfait, je Merci. reprends la main. Donc voilà, donc j'ai invité Alexandre parce qu'effectivement, c'est le premier contributeur du blog et vu qu'il a déjà travaillé un peu avec l'IA par le biais d'un autre service que la partie de chat qu'on a tous découvert ces derniers mois, ça lui donne déjà quand même pas mal d'expérience et de retour sur la question. Donc l'idée, c'est que vous puissiez bénéficier de son expérience là-dessus, qu'on puisse en partager autour du code et que vous puissiez lui poser des questions par rapport à ce sujet bien précis.
Rapidement, la plateforme HTS Learning, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vu que j'ai vu dans le sondage que j'ai fait rapidement que certains ne connaissaient pas forcément. Donc déjà, c'est là où je publie tout mon catalogue de formation e-learning par rapport à tout ce que je connais autour des technos.net. Donc j'ai déjà la chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent, probablement la majorité d'entre vous, parce que je publie des vidéos. Aujourd'hui, c'est toutes les 2 semaines, parce que j'ai eu une baisse de fréquentation, mais bon, avant, c'était toutes les semaines. Dans l'idée, ça va être de partager autour des technos.net. Et pour tout ce qui est plus professionnel, ça va se trouver sur ma plateforme. Si vous souhaitez acquérir des formations sur la plateforme, vous pouvez acheter des, euh, des formations à l'unité, ou ça fonctionne également par abonnement sur une base mensuelle ou annuelle. Et assez important, parce que je l'ai fait en début d'année et ça a intéressé pas mal de monde, la plateforme est ouverte à la fois aux particuliers, donc aux développeurs qui souhaitent se former, mais également aux entreprises. Donc, je commence à avoir quelques clients en termes d'entreprise. Le principe est très simple, les entreprises achètent des places pour accéder au catalogue en illimité et proposent donc ces places à leurs développeurs qui accèdent à tout. En parallèle de cette plateforme qui a donc un fort axe e-learning, et c'est pour ça qu'elle a été créée, j'ai décidé également de mettre en avant un blog .NET francophone, parce qu'on trouve beaucoup de contenu .NET, mais plutôt anglophone. Donc l'idée, c'est de créer un blog pour essayer de regrouper les meilleurs auteurs francophones et mettre en avant l'expertise .NET en français. Au début, c'était censé être mon blog personnel, mais je me suis rendu compte que finalement, j'avais un peu du mal à alimenter, parce qu'entre les clients en bonne et due forme, plus YouTube, plus ceux qui sont abonnés à la plateforme, et la vie de famille et tout quanti, c'était un peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon blog aux candidatures. Alexandre est donc le premier à nous avoir rejoint, enfin, m'avoir rejoint tout du moins dans l'aventure. Il y en a 2 autres qui sont intéressés, qui sont en train de préparer des articles, donc qui vont rejoindre les partenaires. Et c'est donc ouvert aux candidatures. Alors, je précise une chose, on m'a posé la question. Actuellement, ce n'est pas rémunéré, c'est-à-dire que je n'achète pas les articles de blog, c'est vraiment basé sur le volontariat de ceux qui veulent participer sur une base purement communautaire et gratuite. Il n'est pas exclu que plus tard, j'ai commencé à y travailler et à réfléchir également, que la partie formation vidéo soit ouverte à des auteurs, mais dans ce cas-là, il y aura un partage de la partie rémunération et le process d'entrée dans le catalogue sera un peu plus strict. Ceux qui seraient intéressés parmi vous de rejoindre les auteurs pour la partie blog, c'est assez simple, vous me contactez en privé, donc sur Discord, par mail, par LinkedIn, bref, je suis assez joignable généralement. Vous m'envoyez par le biais que vous voulez, en format Word, l'article que vous pensez écrire, tout du moins à minima la moitié si vous ne l'avez pas écrit en entier, qu'on puisse un peu discuter autour de l'article. Si le niveau de qualité et le sujet est assez intéressant, je vous ouvrirai donc l'espace partenaire sur la plateforme et vous pourrez directement publier l'article dessus. Et bien sûr, je suis en train de travailler sur toute la partie partenaire pour mettre en avant le profil et tout ça. Donc tout ça, c'est du travail qui est en cours, notamment conjointement avec Alexandre, qui est donc le premier à avoir rejoint ça. Et le but, c'est que non seulement on mette .NET en avant, mais que vous puissiez également, vous aussi, mettre en avant votre profil et partager vos connaissances et donc dire, voilà, je contribue à cette partie-là. Donc ouvert à tout le monde si jamais vous êtes intéressé. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, le sujet de ce soir, le sujet de démonstration, on va faire un utilitaire qui va, par intelligence artificielle, générer une histoire pour les enfants. Alors, c'est une idée qui peut sembler originale de prime abord, elle ne l'est pas tant que ça. Je l'ai je l'ai emprunté à la newsletter Snowball, pour ceux qui connaissent. C'est une newsletter basée sur l'investissement divers et variés, et il y avait quelqu'un qui avait fait une newsletter parce que j'y suis abonné en proposant d'utiliser les outils d'IA pour générer des histoires pour enfants. Alors lui, il proposait ça comme un business. Moi, j'ai trouvé l'idée assez intéressante pour en faire un sujet de vidéo communautaire et gratuit. Donc, c'est le scénario qu'on va implémenter. Pour que ce soit un peu plus interactif, on va permettre à l'utilisateur de définir son héros, son époque, le type d'histoire qu'il va vouloir générer, ainsi que la durée. Bien que pour le dernier critère qui est la durée, c'est un peu difficile pour un moteur d'IA de jauger la durée d'une histoire, vu que c'est du texte et que ça va forcément dépendre de la, on va dire, de la vélocité de la personne qui va raconter l'histoire. Mais dans l'idée, c'est que normalement, en plus, on a une durée élevée, en plus, on a une longue histoire qui va être longue à raconter. Donc, c'est la partie GPT, donc ChatGPT, GPT, qui sera donc hébergé sur Azure OpenAI, qui va être utilisé pour générer l'histoire sous forme de texte. Moi, après, je vais vous montrer également le code source pour la partie génération hors Azure, parce on va avoir les 2 pans. Et en parallèle de ça, généralement, pour tous ceux qui ont des enfants ou qui ont déjà pratiqué les histoires pour enfants d'une façon ou d'une autre, vous savez très probablement que les histoires pour enfants sans illustration est très rarement complète. Donc, on va utiliser DALL-E, parce que c'est le modèle qui est proposé par Azure et OpenAI, pour générer l'illustration de couverture de l'histoire, qui se basera donc sur les mêmes critères que ce qu'on a défini pour le texte.
Objectivement, pour avoir fait des essais, Midjourney fait bien mieux en termes de qualité d'image et de finesse et tout ça. Mais malheureusement, Midjourney, c'est pour l'instant, de ce qu'on en a vu par nos explorations, c'est surtout l'interaction par le biais de Discord. Il n'y a pas d'API officielle, donc il y a des API officieuses qui permettent de manipuler un peu les prompts Discord pour essayer d'aller utiliser du Midjourney et tout ça, mais c'est pas officiel. Alors, je pense qu'ils travaillent dessus parce que personnellement, j'ai vu plutôt passer un sondage où est-ce qu'ils posaient la question, qu'est-ce qui manquait en fait à leur partie Midjourney s'ils faisaient une application mobile et un site web. Je me suis engouffré dans la brèche en disant que s'ils faisaient un site web, il était, à mon sens, assez important de mettre en place une API pour qu'on puisse, par le biais, bien sûr, en étant tout abonné payant, de pouvoir contacter Midjourney par API et pour récupérer des images. Donc ça va être du DALL-E, donc je vous laisse la surprise. Le tout sera fait sur Azure OpenAI. Donc moi, vu que je suis MVP, j'ai accès totalement. J'ai demandé un accès aux équipes Azure qui m'ont ouvert tout ça, que j'ai partagé donc avec Alexandre pour qu'on puisse travailler ensemble sur la partie OpenAI, dans le but bien sûr de faire une démonstration. Et après, je vous montrerai OpenAI en dehors d'Azure. Déjà, alors je regarde rapidement le chat, je vois une question par rapport aux contributeurs, donc ça j'y reviendrai un peu plus tard. Est-ce que déjà par rapport à ça, certains d'entre vous auraient des questions ou des choses à remonter particulières? Parce que juste après, on va enchaîner sur la démonstration et je passerai donc la main à Alexandre. Je surveille le chat. Je vois personne qui crie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon partage, je vais mettre Alexandre, parce que j'ai pas vu comment je pouvais lui. Alors, est-ce que je peux ici ce que je vais faire, je vais voir si je peux demander à Alexandre de partager. Non. Ce que je vais faire, je vais mettre Alexandre, donc mon invité, comme host de la réunion pour qu'il vous présente et qu'il prenne la main. Donc, c'est parti. Normalement, Alexandre, tu peux C'est bon, je prendre peux la main. partager du coup? Ouais. Ouais, normalement, tu devrais l'avoir en Ok, bas. nickel. Ouais, super. Donc, c'est pas cet écran-là, c'est cet écran-là. Je vais partager. Normalement, vous devriez avoir mon écran avec Visual Studio si tout va bien. Alors, j'ai pas le chat, Christophe, donc si tu peux me guider. Ouais, Ah, mais non. Ah, c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. nickel. Donc, comme Christophe vous l'a dit, on va essayer de faire un petit générateur d'histoire pour enfants ce soir. Et je vais commencer par la base de tout, c'est ChatGPT. On va commencer par ça. Donc, si vous voyez mon écran, le playground, là où tout le monde s'est amusé, parce que je pense que tout le monde a dû essayer un peu tout ça, c'est par exemple, raconte-moi une histoire pour enfants. Voilà, et ChatGPT, comment dire, réfléchit, il vous raconte ça, pas de problème. Ça, c'est la partie OpenAI. Azure, quant à lui, a mis à dispo ce qu'on appelle Azure OpenAI. C'est ni plus ni moins que le modèle de ChatGPT, donc le LLM, le Large Language Model, qui est hébergé chez Azure. Et Azure vous propose de créer des modèles. Typiquement, si tout de suite je veux créer un nouveau modèle, je vais me mettre ici. Je vais dire que je veux me mettre dans la démo OpenAI, je me mets en EastUS, je vais l'appeler test démo. Le pricing tiers, ça sera du paiement à la demande, hein. C'est à chaque génération, vous payez, en gros. Test démo. Non, mince, il donne pas les majuscules, je pense. Voilà. Ah, mais non, c'est bon. Et ensuite, vous pouvez créer ce que vous voulez à l'intérieur. Donc là, je vais pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Je vais vous montrer si je vais dans mon OpenAI et on peut déployer des modèles. Ouais, bon. Ça a changé depuis la dernière fois que je suis à deux. En quelques jours, ça a changé déjà. Donc en gros, là, j'ai déployé un modèle DaVinci qui est le modèle GPT-3. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et là, vous pouvez choisir n'importe quel. Vous pouvez donner un nom à votre modèle. Non.
choisir un modèle. Hop, je ne peux pas choisir de modèle, mais c'est bien. Ça a l'air bien marché en ce moment, Azure. Bon, peu importe. Hop. Du coup, j'ai 3 modèles que j'ai créés moi-même. J'ai un GPT 3.5 pour une partie du code qu'on va voir, un GPT 4 qui nécessite il faut demander un accès, tout comme pour tous les services Azure OpenAI. Et ça, c'est pour DALI. Le GPT-4, c'est pour DALI, et le 3.5, ça sera pour le chat GPT, la complétion. Voilà. Donc, si on revient au code, on a fait un petit tour d'horizon. Ah oui, pour vous expliquer la différence entre l'un et l'autre, lui est encapsulé dans Azure, il est protégé et il ne garde vos données que 30 jours. Ça, c'est la grosse différence. Et ça, je le déconseille fortement, c'est de mettre du code ou des données de vos clients, si vous travaillez pour des clients, dans ce chat GPT-là, celui d'OpenAI, le Playground. Les entreprises vont commencer à mettre le nez dedans et je pense que ça va commencer à créer des petits problèmes en entreprise en termes de gestion de la confidentialité, etc. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de passer par celui d'Azure qui est beaucoup plus sécurisé et qui garde vos données uniquement 30 jours et qui ne s'en sert pas surtout, quoi. Alors, celui-ci s'en servira, hein. Faut être clair, pour de l'entraînement à volonté. Voilà, ça c'est pour la partie OpenAI. Maintenant, si on repasse sur le code, j'ai pris une solution Blazor WebAssembly hosted. Bon, c'était pas forcément nécessaire puisque on va clairement pas se servir de la partie hosted ni de la partie shared. Mais bon, je l'ai laissé comme ça. Et en amont de cette démonstration, j'ai créé 2 objets de configuration, des settings pour DALI qui contiennent une URL, une clé d'API et un pass d'API REST pour, en gros, c'est le endpoint, hein, pour générer l'image. J'ai fait la même chose pour ChatGPT, donc ça fait 2 objets, et ces 2 objets sont représentés dans mes app settings, ici. Donc on voit le endpoint qui vient d'Azure, celui-ci aussi, qui vient d'Azure, des modèles que j'ai déployés, que je vous ai montré juste avant, avec les clés d'API. Là, quand on utilise ChatGPT, il vous faut un modèle, parce que lui, il a besoin de savoir sur quel modèle s'appuyer. Et là, c'est le nom du modèle que moi, j'ai déployé. C'est un modèle qui est basé sur GPT 3.5. Et là, c'est le pass pour générer DALI. Donc, ça sera HTTPS, GPT-4, etc., blablabla, /DALI, /text-to-image, point d'interrogation. Là, c'est le paramètre de la version de l'API. Et vous aurez ensuite dans un post, enfin, je rentrerai dans les détails plus tard, mais il y aura un post avec toutes les données à envoyer pour qu'il vous génère la bonne image. Donc, un prompt. Ensuite, j'ai préparé aussi le formulaire qui va nous servir de base à la génération de l'histoire pour enfants. Ce formulaire, il prend en données un story model que je vais vous montrer. Il a plusieurs composantes. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, je vais grossir un petit peu pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc, il a le personnage. Donc, vous choisissez votre héros, le type d'histoire que vous voulez, l'époque de l'histoire et la durée de l'histoire. Tout ça, c'est dans le story model. Voilà, donc c'est le story model. Et toutes les valeurs sont remplies via une classe statique et des dictionnaires. Ces dictionnaires contiennent la clé et la valeur de chaque option, je vais dire, entre guillemets. Donc, moi, j'ai mis un prince, une princesse, un ours et Hello Kitty. Dans les types d'histoires, j'ai mis une histoire marrante, une histoire effrayante, une histoire réaliste, une histoire qui est burlesque, fantaisiste, une histoire romantique et une histoire éducative. Ensuite, les époques, j'ai mis le Moyen-Âge, la préhistoire,
à l'heure actuelle et dans le futur. Et c'est là que ça se corse pour le temps que va durer l'histoire. Donc, c'est 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. ChatGPT, lui, n'a aucune connaissance de ce qu'est le temps. Lui, vous lui dites raconte-moi une histoire qui dure 3 minutes. Vous cliquez, il va vous générer une histoire qui va durer peut-être 10, 15, peut-être 1 minute. Vous recliquez, le temps sera totalement différent. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est le nombre de mots. Le nombre de mots, il est calculé tout simplement. Il y a des stats qui existent sur le net, vous pouvez les trouver assez facilement. En gros, quand une personne elle raconte quelque chose, elle, dans une langue qui est étrangère en plus, c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, elle fait 260 mots à la minute. C'est pour ça que j'ai mis pour 3 minutes 780, 5 minutes 1300 et 10 minutes 2600. C'est parce que lui n'a pas de représentation du temps. Tout comme il n'a pas une IA générative, n'a pas de connaissances en empathie ou en sentiment. Typiquement, euh, comment dire, il y a une légende urbaine qui traîne pour vous expliquer un peu, pour illustrer ce fait que la ChatGPT n'ait pas de sentiments. C'est qu'il y a une personne aux États-Unis, a priori, qui a discuté avec l'IA pendant 4 ou 8 heures, je ne me rappelle plus très bien de l'histoire, et la personne n'était pas très bien. Et donc, la personne a demandé à l'IA ce qu'elle devait faire pour aller mieux, et l'IA a choisi le chemin le plus court, c'est-à-dire le suicide. Voilà. C'est une histoire un peu glauque, mais qui illustre le fait que ChatGPT n'a pas vocation à remplir des tâches liées au temps, au sentiment, des choses qui ne sont pas palpables pour lui, quoi. Voilà. Donc, si on revient à nos moutons, donc à ce modèle, donc toutes les données sont des drop-down lists. Donc, on choisit notre époque avec les dictionnaires statiques qui sont dans les datas. Et lui, il va nous générer deux choses. Une réponse avec du texte qu'on va mettre dans une text area. Donc, c'est une text box multiligne, ni plus ni moins. Et on va se garder toute la partie image avec le pass de l'image. J'ai utilisé pour info une librairie qui s'appelle Radzen. Je sais que Christophe n'aime pas trop, il préfère Mudblazor. mais, mais voilà, je trouvais que la librairie était sympa et qu'elle méritait un peu de vue. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avant de passer aux appels d'API. J'attends que ça génère. Le premier est un peu long. Christophe, je ne vois pas les questions par contre. Alors, je ne sais pas si toi tu vois des questions ou des choses, mais je vois rien du tout, moi. Et tu n'as pas de son, pour info. Je ne sais pas comment je te réactive Oui, le son. c'est vrai. Voilà. C'est parce qu'en Voilà. fait, j'avais fait en sorte que tout le monde soit mute et je me suis muté tout seul comme un grand. OK. Voilà. Si tu veux, j'ai quelques questions déjà. On peut déjà commencer Vas-y, par je ça t'en avant que je prie. fasse la petite démo. Il y a Lily qui demande si ça prend en charge les langues orientales. Alors, ChatGPT, il a ce qu'on appelle un niveau de température. La température, c'est le degré d'aléatoire que lui va générer. Et plus la langue est connue de ChatGPT, donc plus il y a eu d'entraînement dessus, plus il va être précis. C'est-à-dire que typiquement pour l'anglais, vu qu'il a géré énormément de données en anglais, ça va être très précis. Après, pour les langues très peu utilisées, je ne sais pas, le Le finnois tibétain. par exemple, ou le Ouais. tibétain, ça va être de moins en moins précis. Et c'est pareil pour toutes les IA. Typiquement, l'IA qui s'appelle Whisper, qui fait du speech to text dans mes souvenirs, donc de la voix vers du texte,
elle, est très, 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 très précise en anglais. Et plus les langues sont peu utilisées, et moins c'est précis, pardon. Voilà. Donc oui, c'est possible. Ok. Ouais, bah ça répond à la question. En fait, Ouais, c'est un peu voilà. pareil que pour nous. Ensuite, il y a Arius qui dit que c'est bizarre qu'ils s'alimentent avec nos données pour la partie OpenAI, avec un petit smiley qui rigole. Mais merci quand même, c'est vrai d'avoir prévenu. Ça semble logique au final, vu qu'Azure, en plus, c'est un service qui clairement est payant et d'entreprise sur un gros cloud. De base, on n'aura pas la même exploitation de la donnée, vu qu'on paye déjà pour le service. Ouais. Après, je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais bon, il y en aura forcément moins. Il y a Thierry qui te remercie pour les API keys de ton partie. Que je vais faire, dont je vais faire une rotation Mais il te remercie quand post-vidéo. même. Bon, Mais ouais, vas-y, je pour t'en l'instant, prie, hein, fais-toi pour l'instant, plaisir. c'est les API keys. Ensuite, il y a Sab qui demandait est-ce qu'il faut utiliser le triplet DALI, GPT et DaVinci pour chaque modèle? Il y avait commencé à avoir une Non, réponse d'Arius, non, déjà en texte, mais DaVinci, c'est un modèle de GPT c'est le modèle le plus volumineux de ChatGPT 3. Moi, je l'utilise pas pour cette histoire, je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser un ChatGPT Turbo, qui n'a qu'un seul modèle, c'est le modèle 3.5 de ChatGPT. Ça, c'est pour toute la partie génération de l'histoire, donc du texte. Et je vais utiliser DALI, donc le ChatGPT 4, parce que c'est la seule API, enfin, c'est le seul modèle sur Azure OpenAI qui est DALI. Voilà, c'est juste pour ça. Si j'avais pu utiliser uniquement un seul modèle de ChatGPT, je l'aurais fait. Voilà. ok. Donc ça, j'espère que ça répond aux questions. N'hésitez pas, d'ailleurs, si ça ne répond pas à vos questions, de continuer dans la partie chat. Ensuite, on a une autre question de Penifana Ouattara qui demande la durée de l'histoire est-elle relative à la durée de lecture ou d'écriture? Pour être plus précis, on parle de lecture utilisateur ou écriture IA. En fait, c'est ce que tu C'est expliquais de tout à l'heure. la... En fait, la durée de l'histoire, elle est relative au nombre de mots. En gros, je le montrerai. Un utilisateur, un être humain va lire 260 mots par minute lorsqu'il parle à haute voix. Et du coup, on va demander à ChatGPT de générer un nombre de mots par rapport à la durée qu'on a demandé. Donc 3 fois 260, ça sera La durée moyenne 700. de lecture d'un humain, donc. Exactement. Ouais, la durée Voilà. moyenne de lecture d'un humain. Ouais. Ouais, ouais. Ok. De lecture à haute voix, en plus. Alors, dernière Super. question qui vient d'arriver. Il y a Lily qui pose la question, quels sont les critères pour choisir un modèle en particulier? Alors, il y a plusieurs critères. D'abord, il y a le critère de ce que tu vas en faire. Ça, c'est le critère le plus important, forcément. Et pour être plus précis, ça va être est-ce que tu as un besoin de précision? Les modèles, ils sont plus ou moins volumineux. Tu as même des modèles qui sont en train d'être mis en place, des copies de ChatGPT par Facebook, que tu pourrais faire tourner sur ton propre ordinateur via des scripts ou une machine virtuelle. Donc, ça dépend de la précision dont tu as besoin. Et si tu es sur Azure OpenAI, il y a des features qui ne sont disponibles que sur certains modèles. Donc, typiquement, si tu veux utiliser DALI, tu vas être obligé d'utiliser un chat GPT-4. Si tu veux utiliser ce qu'on appelle les chat completions, ça veut dire des discussions, c'est des discussions de chat GPT avec le contexte qui est gardé, etc., d'avoir une vraie discussion comme avec un être humain, genre un bot, bah là, tu es obligé d'utiliser à minima du chat GPT 3.5. Donc, il y a plusieurs critères. Je vais essayer de te trouver les différences. Attends, Azure, OpenAI. Je vais En essayer fait, de te si je paraphrase ce que tu dis, c'est que ça va dépendre des besoins que tu vas avoir derrière et Tout à fait. il n'y a pas de réponse universelle comme à chaque fois. Non, 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 C'est un non, peu non. pareil qu'en dev, quoi. Quand on dit tiens, je pars sur tel techno ou tel techno, bah il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça va dépendre de ce que tu as besoin et d'un ensemble de critères, de contexte aussi, de plein de choses, quoi. Parce que Azure n'a pas forcément tout à disposition. Ouais. Je viens de mettre un lien Un dans le lien, ouais. chat avec tous les modèles les différences qu'ils ont. Voilà. Ok, Avec les super. capacités, etc. Parfait. Bon, bah, plus de questions. Je te laisse continuer ta présentation. Ça Je marche. reste en unmute pour être sûr de pouvoir intervenir. Oui, oui, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'en étais au bouton Submit et on regardait. Voilà, donc là, c'est les valeurs qu'on a pour chaque drop-down list. On n'a encore rien généré. On va commencer à coder, donc du coup,
on va commencer par le client GPT. Donc, on va créer une classe. On va l'appeler GPT client, simplement, ni plus ni moins. Et ce client, lui, il aura un constructeur. Dans ce constructeur, il aura besoin d'un OpenAI client, private, read-only. Non, ça c'est. Si, là, on aura besoin de la configuration. On aura besoin d'un OpenAI client, de l'Azure OpenAI client. Oui, alors, ça, c'est une petite spécificité donc, que je n'ai pas précisé. Si on regarde les dépendances, les packages, pardon, il y a un package Azure OpenAI. Si je vais regarder dans mes packages nuggets, il est là. Il faut faire attention, c'est un package qui est en version preview. Il est très bien, ce package. Il ne fait pas de DALI, il fait que du chat GPT, mais il est très bien. Donc, si vous avez accès à Azure OpenAI, je vous conseille de l'utiliser. Les autres packages, c'est des packages non officiels d'Azure et qui ne sont pas terribles, honnêtement. Moi, je n'ai pas trouvé ça énorme. Voilà. Ça, c'était pour la petite ref. Et donc, notre client. Et ensuite, on va avoir besoin d'avoir accès à configuration. Non. Configuration. Voilà. Non, ça, on va le renommer. En underscore GPT config. On va l'instancier. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on va faire dans le constructeur, c'est qu'on va générer notre config. Enfin, on va. J'en ai oublié la moitié. Si j'en oublie la moitié, ça ne va pas le faire. Hop. Tu récupères tout par élection de dépendance, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Là, c'est toute la partie injection de dépendance. Et il faut qu'on popule notre objet GPT configuration que j'ai montré, que j'ai peut-être pas montré d'ailleurs. Si, je l'ai montré tout à l'heure. Avec les valeurs qu'on a dans les settings. Tu passes pas par le pour pattern ça, ni option pour ça? si, Pour justement. gagner. Attends. Si. Enfin, ouais. Oui et non. Toi, tu le fais ici, tu bindes pas dans le programme.cs en fait. Mais Non. t'arrêtes, c'est que t'es en Blazor Wasm aussi. Comment? T'es en Blazor WebAssembly. Donc, je sais pas si programme.cs, tu peux faire le binding dedans avec Blazor Wasm, j'ai pattern options. Moi, je passe toujours par programme.cs, mais dans l'idée, c'est ça en fait. Tu vas récupérer tes éléments de config pour les mettre dans ces classes-là. Bah, il a Ouais, il a compris. il a compris ce que je voulais faire. Sauf que moi, j'utilise pas get. Normalement, j'utilise Bind, non? .bind. Ouais, exactement. .bind. Du coup, ça retourne rien. .bind, ouais, exactement. Tu as tout compris. Et tu .bind ton GPT config. Et pour finir, il nous faut notre client. Lui, va être plutôt. Là, il s'est planté. Richard Peur, il est gentil, mais quand il s'y met, tac, et ça va être GPT config.endpoint. Il fait la tête. Ah, comme ça. Tu peux lui passer que l'API key apparemment, mais du coup, si tu passes pas l'endpoint, il fait quoi si tu passes que l'API key? Comment? J'avais vu là, t'as la signature tout en bas de ton ReSharper OpenAPI key, tu peux lui passer directement, mais ça veut dire qu'il pointe sur quel endpoint si tu files que la clé. Il ne sait pas, justement. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, du coup, le endpoint. Pourquoi il fait la tête?
Parce que là, tu es dans le premier paramètre du constructeur qui prend une chaîne, il t'en manque un deuxième, normalement. Quand tu Bah utilises non, URI, il te faut deux normalement, paramètres. OpenAI client, normalement, il prend d'abord une URI et ensuite des credentials. C'est bizarre qu'il me fasse ça. Attends, on va regarder. Là, tu as besoin de te passer certaines choses, voilà. Et là, ah oui, c'est bon. Je fais plus la tête. C'était config. Non. Ouais. API. Donc là, on a notre config qui est prête à être utilisée. Ouais, je fais la tête parce qu'il est potentiellement nullable. Je ne sais pas trop, mais on va faire ça comme ça. Et du coup, on va créer maintenant notre méthode qui va nous renvoyer une réponse de type chat completions. On va l'appeler get completions. Et elle va prendre en paramètre un story model. Et là, vous allez voir la facilité qu'apporte ChatGPT. La lib surtout, parce que c'est une question d'Arius dans le chat qui demande Ouais, pourquoi est-ce qu'on passe pas par HTTP client, bah, parce que justement les libs sont là normalement pour nous rendre la vie plus facile. ouais. Donc, Et là, du coup, on va créer des options. Chat completion. Voilà, ça c'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Donc moi, j'ai pas besoin de tout ça. La température, j'ai juste besoin de définir des messages. Et les messages, là, ça va être très important. Égal. Pourquoi j'ai ça? parce que ton chat completion option n'est pas reconnu, je pense qu'il te manque un using. Ouais. Bah non. Donc il était peut-être mal écrit J'étais du coup. peut-être mal écrit. Merci Ouais. Richard Peur pour cette belle. Là, du coup, il y a dans les messages qu'on va lui envoyer, il y aura deux messages avec des rôles. Les rôles sont très importants. Le rôle système va être le rôle qui va donner le contexte. Donc là, je lui dis, tu es quelqu'un qui raconte des histoires pour enfants dans des livres et tu es très gentil et très aidant. Voilà. J'aurais pu mettre un pâté de 100 lignes, ça aurait été peut-être encore plus précis. Et en gros, le message de l'utilisateur, c'est moi. C'est ce que moi, je vais lui demander. Story to tell. Donc là, on peut voir, c'est raconte-moi une histoire pour enfants avec comme personnage principal, là, c'est ce qu'on a mis juste avant, le prince, la princesse, Hello Kitty, etc. L'histoire principale doit être de tel type et doit se passer à telle époque. Et pour finir, doit avoir tant de mots. C'est ce que je vous expliquais. On ne va pas lui dire, elle ne va pas durer 3 minutes, elle va contenir tant de mots. Voilà. Et pour finir, on va récupérer la réponse en faisant on va mettre un réponse égale get chat completions async. Et là, en gros, on lui passe notre modèle, donc ça sera mon GPT 3.5, et les options que vous voyez là. Et une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. On a juste à faire return response. Et du coup, tout ce qu'on a à faire maintenant, on n'a pas grand-chose à faire, c'est juste à rajouter notre client dans l'IOC, donc dans le conteneur d'injection des dépendances. On fait builder.add non, service
Sont à 3D. Ouais. Scoped. GPT. Non. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans notre fichier Razor. Voilà. Et du coup, là, c'est le submit. On a juste à faire. Bon, est égal à wait underscore GPT. Non. De. Là, il ne sait pas ce que c'est ChatGPT. Enfin, notre client ChatGPT. Mais normalement, si tout va bien, non. Bon, c'est pas grave. Hop. Et là, on a notre client. Donc là, on a appelé notre client pour que lui fasse un appel à l'API ChatGPT. On peut créer une variable va chat message égal à non, c'est pas ça, c'est res value choices le premier point message. Et notre chat message, on va l'affecter à une variable qui sera son contenu. Voilà. Response text, c'est ce qui est affecté à ma textaria. Donc là, si on fait un test, on va voir si ça fonctionne. Je répondais à une question d'Arius qui demandait, j'ai répondu dans le chat directement, il disait, est-ce que cette partie, même si c'est pas le sujet ce soir, est-ce que ça devrait pas être séparé entre contrôleur et service? Et du coup, j'ai dit qu'on était sur du Blazor WebAssembly, donc pas de contrôleur, et que tu avais déjà fait une extraction du client. Donc c'est très commun d'utiliser l'action de service comme ça dans des composants Blazor. Ouais, avec l'injection. Ouais. Bon, j'ai déjà une erreur. Bon, comme ça, c'est fait. C'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Il me dit paraméter URI string. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à récupérer ma config. GPT-4, GPT client. Ouais, Oui. get section, c'est vrai. Hop. Ça, c'est encore ce canaillou d'autocomplétion de Visual Studio. Exactement. Ouais. C'est bien, hein, des fois, mais ça te fait faire des trucs. Bah, pareil, que tu fais tab, en fait. Ouais. Bah, en plus, là, j'ai installé. Ma société m'a payé ReSharper, mais je vais le désinstaller dans pas longtemps. Là, ça commence à me gonfler. Et copilote. Voilà. Donc là, j'ai plus d'erreur. Hop, c'était l'instant tacle de. Attends, je sais pas si on a des fans de Ryder ici, peut-être. Mais... Moi, j'aime bien, mais j'ai plus de licence. Ryder, ça va, parce que Ryder, il est tout seul. Mais alors, quand tu mets Richard dans Visual Studio, il va aussi vite qu'un escargot asthmatique. Ah ouais, non, mais. Bon, on va regarder ce qui se passe dans le network. Parce que on est dans une application WebAssembly, mais on va voir s'il y a des appels vers l'extérieur. Donc, on va prendre Hello Kitty, on va demander une histoire effrayante à la préhistoire, et on va demander à ce qu'elle dure 5 minutes. Et direct, il appelle Completions. Et là, du coup, il te le fait en mode, il attend d'avoir tout Il le appelle prompt. bien Azure. Il appelle bien Azure, on le voit là. Ouais. Et on Mais voit la payload qui a été envoyée. Et il attend d'avoir toute la réponse avant de l'afficher et de la traiter. Voilà. Si on zoome, on voit la payload qui a été envoyée. Donc ça, c'est tout ce qu'on a saisi. Ça a été envoyé dans un post vers Azure. Et si on regarde un peu plus en détail, ça a duré 19 secondes. C'est très long. C'est très, très long. J'ai pas mis de loader, hein, je suis désolé. Et voilà, il m'a généré une histoire. Là, c'est fait. On a réussi à générer une histoire assez simplement en quelques minutes.
Ce qui est plutôt Mais cool. Et ça répond du coup, je pense, à plutôt la cool. question d'Arius qui se demandait pourquoi pas d'HTTP client. Parce que s'il avait dû le faire avec HTTP client, non seulement il aurait dû setter les headers, il aurait dû définir le body. Là, en fait, le but de la lib, c'est d'abstraire tout ça. Ça fait un Ouais, SDK, en fait. exactement. C'est un SDK, c'est vraiment ça. Et du coup, maintenant, on va passer à la partie histoire, pardon, image. Donc, si on revient dessus, on va se créer un autre client. En gros, là, on appelle le client ChatGPT pour remplir toute la partie textuelle. Dessous, on va mettre la partie DALI. Donc, si on revient ici, on va créer une nouvelle classe. On va appeler ça un DALI Client. Là, ça va être un peu moins fun parce que là, c'est des appels HTTP, du coup. Et, oula, c'est bien, copilote, hein. C'est top, hein, t'as vu? Là, il va nous falloir, du coup, un HTTP client. Il y a la bonne façon d'injecter les clients en Ouais, HTTP. je le ferai après, je vais le faire Très, de toute façon. très important. Euh, Là, il va me falloir des DALI configuration, ça n'existe pas. Si, ça existe. Non, c'est DALI settings. Il était presque, hein. J'ai failli le croire. DALI settings. Et tout ça va être géré dans le constructeur. Oula, Faire des trucs magiques comme ça, là, abracadabra, on va injecter du coup la configuration et le client. On fait grâce de ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est pas ça, c'est ça. Ouf, on a copié un peu trop de choses. Je veux juste le client. Et du coup, et là, c'est pas ça, c'est DALI settings qu'on va binder à la config. Là, on est déjà pas mal. Là, ce qui nous manque, c'est la création, enfin, l'ajout dans le conteneur d'injection de dépendance de notre client HTTP. Et là, ça va un peu plus se corser. Donc, on va faire un var configuration DALI settings. On va aller le binder comme on vient de le faire dans notre classe. Voilà. Et on va créer notre client HTTP. Enfin, on va le rajouter dans l'IOC. Service. Service. Non, je voulais pas que tu me fasses ça. Enfin, rajouter notre client HTTP. Alors, moi, je suis plutôt client typé. IP. Ouais, plutôt que Ouais, nommé, ouais. plutôt que nommé. Et mais je le nomme quand même. Alors, je précise, pendant que tu fais ça, que tu continues, je précise pour ceux qui Ouais, sont vas-y. là, c'est fortement recommandé, c'est même la meilleure pratique, c'est de faire les clients HTTP dans l'injection de dépendance et de pas faire des nouvelles instances dans le code C#. Pour la simple et bonne raison que si on les fait dans le code C#, on pourra avoir ce qu'on appelle une socket exhaustion, donc on va dire une famine de sockets sur le système, parce que ça utilise en sous-jacent un handler, un HTTP client handler, qui lui va taper sur les API système dans laquelle il va les réserver des sockets pour communiquer. Et si c'est pas disposé comme il faut et pas réutilisé par le biais d'un cache, ça crée une famine sur le système. Donc en passant par l'injection de dépendance, que ce soit comme ça avec des clients nommés, des clients typés ou le client factory, vous allez éviter cette famine de sockets. C'est un sujet que j'ai traité directement dans un de mes cours d'ailleurs. Je pense que je leur ferai une vidéo YouTube un peu plus en détail pour montrer les causes et les problèmes que ça peut comporter par rapport au système d'exploitation et par rapport à vos applications qui arrêteraient de fonctionner du jour au lendemain, quoi. Donc c'est assez important de toujours passer par la gestion de dépendance pour vos clients HTTP et de quasiment jamais, sauf si c'est pour des démos, d'en faire des new dans votre code. En Du sachant coup, qu'ici,
le Vas-y. code qui est à la Linksys 17 est très propre à Blazor WebAssembly parce qu'il fait un new HTTP client, mais que le add scope dans Blazor WebAssembly est équivalent au add singleton. Donc en fait, c'est un client HTTP global pour l'application Blazor WASM, ce qui ne crée pas de famille de sockets. Ouais. Du coup, je vais revenir sur le add HTTP client. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est nommer mon client. Je vais zoomer un peu. Nommer mon client, lui donner l'adresse de base sur laquelle il va les taper et lui rajouter un header qui sera API key. Ça, c'est un peu c'est la demande de l'API OpenAI qui demande d'avoir sa clé dans les headers dans une clé qui s'appellera API key et sa valeur ici que j'ai stockée dans ma configuration. Et voilà. Et pour information, les app settings par défaut ne sont pas prises en compte. Il n'y en a pas dans Blazor Wasm. Bon, c'est moi qui l'ai rajouté. Tu me coupes si je dis des bêtises, Non, non, Christophe, hein. Et du coup, pour récupérer les app settings, il faut faire des petites choses comme ça. J'ai pas trouvé autre chose de il n'y a mieux rien que ça. d'autre. Il n'y a rien d'autre, on est d'accord. Ouais. Non, parce qu'en fait, C'est un sinon, peu... il faudrait que ton API setting soit embarqué dans ton application en tant que ressource et tu finirais quand même par lire sous forme de stream parce qu'ils n'ont pas de Exactement. DLL. Donc, Ouais, ouais. Donc on est bien d'accord. Mais ça donne l'impression que c'est cracra hein, quand même. c'est pas Soyons du tout le honnêtes, même hein. modèle. En fait, encore une fois, c'est un débat, bon, ça sort carrément du scope, mais c'est qu'on est toujours en WebAssembly 1. Et WebAssembly 1, je vais dire ça grossièrement, c'est un brouillon en fait, par rapport à Ouais. tout ce qu'ils ont prévu pour WASM 2. Par exemple, en WASM 2, normalement, est prévu que on puisse directement modifier le DOM depuis WebAssembly, qu'on doit passer. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait en Blazor, ça va se répercuter en JavaScript pour altérer le DOM, parce qu'aujourd'hui, les navigateurs ne supportent que JavaScript pour altérer le DOM. Donc au final, on passe encore par du JS. Ça se voit pas pour nous les devs C Sharp, mais et il y a plein de trucs comme ça qui devraient être améliorés avec WASM 2 et les nouveaux modèles, quoi. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc si on repasse au client DALI qui est ici, on va faire une méthode qui va s'appeler sync, sync. Et on va renvoyer. Il te repropose la même chose. Au cas où tu seras assez fou pour faire 2 fois le même code. Non, c'est jamais. Hein. Sur un malentendu. Oui, oui, oui. Ça, par contre, c'est pas dégueulasse. Donc, je vais le garder parce que j'ai quand même un prompt. Et là, Dali, lui, il prend une request var image request image request et c'est ce qu'on appelle un input. Moi, j'ai créé un modèle qui s'appelle input, hein, qui doit être, je sais plus, il doit être dans le prompt modèle, non? Je sais plus. Ça doit être Ouais. probablement celui-là, ouais, prompt modèle. Input, normalement, je lis pas mon input modèle. Il est où? Ah, il est là. Non, non, c'est que je l'avais pas recréé. Eh oui. Il y a toute une partie que je vais vous épargner quand même. Toute la partie pas l'input. Il prend une caption, donc ça c'est ce que vous souhaitez générer, donc le texte à partir duquel vous souhaitez générer l'image, la résolution dans laquelle vous allez la générer. Ensuite, il y a le lien que lui va vous générer. C'est un objet DALI Response qui contient un result, un statut, un ID, et ensuite on reviendra dessus. Il va vous donner la réponse finale. Ça se passe en 2 temps. Donc dans l'input, vous allez avoir une caption qui sera égale à votre prompt et une résolution qui sera égale à 512 fois 512. Je crois que ça monte pas plus de 1024 dans mes souvenirs. Et Ouais, ensuite, 1024, ouais, je crois aussi. hop, là,
on convertit en JSON notre request. On pourrait l'encoder, mais bon, on va se passer de ça. Et on va demander un résultat. À l'API, var result est égal à post async string content, ça y ressemble hein, quand même. Post async, non, c'est pas si galicon aussi. Non, là c'est le pass, parce que là, le base pass, on l'a déjà. Avec la base adresse. Hop, et le string content qui va avec. Puisque quand on fait un post, il faut encoder, vous avez plusieurs types de contenus, vous avez des formes content, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce genre de choses, mais en gros, quand vous postez, il y a une URL et un contenu. Tu as une méthode de raccourci pour faire ça, post as JSON async aussi, qui peut tout simplifier la vie. Ok, je ne savais pas. Je Tu savais lui passes, pas. tu lui passes ton URL et ton objet, il se réalise pour toi en fait. Cet objet-là, tu veux dire? Ouais, en fait, c'est au lieu de client post async, c'est client post as JSON async. Voilà. Et le deuxième paramètre, c'est ton objet directement, au lieu du string content. Allez. C'est la méthode de raccourci. Après, les autres avantages comme les inconvénients. Ouais, mais là, pour un exemple comme ça, à mon avis, ça passe bien. Là, si c'est pas en succès, non, c'est pas ça. Résulte. Point. Attends. Oui, c'est ça. On va retourner. On va essayer de faire un peu de gestion d'erreur. Sinon, hop. Là, ça devient un peu plus compliqué. En gros, Operation Location, lui, va récupérer tous les headers qui s'appellent Operation Location. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Hein. Ça, c'est le header qui contient le statut de votre demande. Et votre demande, elle va consister en deux choses. Un status qui sera, pour commencer, vide et une URL qui, elle aussi, sera vide. Pour récupérer votre status, il n'y a pas 150 solutions. C'est un peu vilain pour l'instant. Hop. Pourquoi il m'a fait ça? Il avait tout bien généré. C'est pas grave. Donc là, c'est while. Ah, mais je ne remplis pas le status là. Status. Ah oui. Ah oui. C'est ça. OK. Tant que le retour n'est pas en succès, il va falloir attendre une seconde. Status response est égal à await. OK. Donc on va récupérer, on va appeler comment dire, une URL qui est contenue dans l'operation location qui va nous permettre de récupérer une autre version du statut. Là, on va récupérer la réponse en chaîne de caractères et on va essayer de désérialiser ça dans une DALI response. Et Alors, par contre, fais attention parce qu'il faut que, à mon avis, ton bloc que tu viens de faire là, il faudrait que tu le sortes du while. Lequel? Le bloc 36 et 39 que tu es en train de faire, non? Parce que si statut est différent de ceci, tu vas pas faire un get async sur location.first. Parce que location.first, c'est l'URL qui contient l'image qui a été générée, justement. Non, Il faut que ton statut est envoyé, non? Non, justement, Operation Location, c'est l'URL qui permet de récupérer l'image
si elle a été générée. En D'accord. Et donc, en gros, fait, il t'envoie, en gros, tu fais un premier appel qui va ça, te ouais, donner une réponse. tu lui envoies ça dans le pipe en disant, vas-y, Ouais, donne-moi ça. ouais. Et après, lui, il te renvoie une Il, URL il dit, je où vais la aller générer à chercher cette la URL-là. réponse. Ouais, je l'ai Ouais. généré à cette URL-là. Et dans la réponse, il y a le statut. Et tant qu'il n'est pas succeed, t'attends. Ça, c'est logique. Mais après, tu fais un await get async et operation location.first, c'est l'URL de l'image, justement, non? La ligne 36. Euh, Non, là, je vais récupérer la réponse pour mettre à jour le statut. Et Ah, tu là, reposes la question. je repose la question tant que c'est pas fait. Et après, si c'est ça que j'aurais pu sortir en dehors, par contre. Est-ce que tu vas mettre un break, du coup, après? Après, tu sors, vu que là, c'est succeeded, Oui, d'accord, ok, oui. tu sors. Ça break automatiquement. Ouais, ça break automatiquement et tu as juste à return ton image URL, tout simplement. Donc là, je ne sais pas si les gens ont bien compris comment ça se passait, mais ça se passe en deux temps. Vous créez votre prompt par rapport à l'image que vous voulez souhaiter générer. Vous sérialisez ce qui ne sert plus à rien. Et ensuite, si Dali vous a répondu de manière en succès, vous récupérez le header. Il vous a renvoyé dans les headers une operation location. C'est l'endroit où vous pouvez aller récupérer le statut de la génération de votre image. Donc le statut de la première requête. Et ce statut, il va mettre un petit moment. On va le voir dans le debugger. Il va faire plusieurs appels tant que c'est pas OK. Et nous, on va délayer ça sur toutes les secondes. Et du coup, dès que c'est bon, on va être capable de récupérer l'URL dans finalresponse.result.contentURL. Ça, c'est lui qui vous renvoie cette réponse. Et du coup, on est obligé de faire comme ça parce qu'on fait un post et on n'a pas le choix de faire un post, qu'on a un body avec un prompt qui est un peu trop évolué. Je pense que passer par un get et mettre tout ça dans la query string, ce serait pas gérable pour un Non, prompt qui peut être sacrément long, donc pas le choix de faire du post. Et c'est exactement ça. Et du coup, mais non, notre prompt, il va falloir l'adapter. Ce qu'on a fait pour le GPT client, c'est-à-dire cette partie-là, ça ne marcherait pas pour Dali. Lui, il a besoin de quelque chose qui est contextualisé avec le monde du visuel et de l'image. Donc, du coup, bon, le truc est préparé, hein, je ne vous le cache pas. Dans mon client, non, c'est Razor qui va l'appeler. Je vais créer un prompt et je lui dis a book cover for a story for children. Enfin, j'ai même pas mis pour enfants. Je devrais peut-être le mettre. ça pourrait mal tourner, ouais, mais déjà que Dali fait pas des trucs super sexy, alors si en plus de ça, il se met à partir dans des trucs un peu farfelus. Là, on lui explique que notre personnage principal, c'est le bon. Le type d'ambiance qu'on aimerait et telle époque. C'est assez succinct, mais on pourrait pousser des choses en lui disant, je sais pas, on peut rajouter de design euh, and draw. Quelque chose de dessiné à la main. J'ai peur qu'il me fasse un truc comme ma fille de 6 ans, quoi. Tu vois. Ouais, pour avoir essayé, ouais. Généralement, il Ouais. part un peu. Et du coup, là, maintenant, on peut appeler le DALI client. On va l'injecter tout comme on l'a fait ici. Hop. Là, il ne le connaît pas. Allez. Non, c'est une blague. C'est avec un E minuscule. Effectivement, Ah, bien joué. franchement, s'il fait. Là, il Non, mais là, abuse. Là. c'est la déconne. Un peu, ouais. Et je lui dis, génère-moi l'image. Et notre variable qu'on avait ici, image URL, il suffit de faire ça. Et pour mettre à jour, hop, le petit status change. Je ne sais pas s'il est réellement nécessaire, mais je préfère le mettre.
À mon avis, tu vas sortir du contexte de ton thread UI. Enfin non, t'es en Wasm, t'as qu'un seul thread. Autant pour moi, t'es pas en serveur. Je réfléchis. Donc normalement, bon, laisse-le. De toute façon, ça va rien Mais je faire. pense Mais pas qu'il change grand-chose. il va exécuter de toute façon tout ça Ou- sur le thread UI. Donc en tous les cas, Ouais. Et du coup, là, il me demande, comme il y a eu beaucoup de changements, de tout régénérer. t'as tout cassé. Ça se peut que Ah. si c'est possible, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ou alors, vu ils sont en train de faire la build, ils sont en train de surcharger OpenAI pour faire des démos et on va arriver, on n'aura plus de jus. Allez. Non, non, là, ça va. Là, en plus, ça devrait aller. Ah non. Et voilà. Donc, j'ai une erreur. Allez. Soyons fous. Dali client. T'as pas enregistré d'Ali client. Non, je ne l'ai pas enregistré, effectivement. T'as Je ne l'ai enregistré pas son client HTTP, mais pas lui-même. Ouais. enregistré, mais pas lui-même. Bah si, mais je n'ai pas besoin d'enregistrer le Dali client puisque c'est un client Si, HTTP. non, c'est un décorateur de client HTTP. Ah, mais je l'ai. T'as pas fait de add scope de DALI client en fait. T'as fait un add HTTP client, DALI settings. Ah, regarde, link. Ah ouais, ok. Bon, ça, c'est bon. Voilà. Là, ça ira mieux quand même. Ah, l'autocomplétion en base de tab. Arius qui me pose une question. Quels sont avec VS les raccourcis pour ajouter les using facilement? Bah moi typiquement c'est du contrôle point en fait ou du alt entrée dépendant de ta config de clavier pour le faire. Après, je pense pas qu'il existe de raccourci clavier pour faire l'import. Par contre, ils ont fait une feature qui est assez intéressante, c'est quand tu copies un bloc de texte, tu le colles, il te détecte les using dont tu as besoin. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Même là, après, moi, je conseille aux gens quand même d'utiliser un maximum les global using, hein. Enfin, Pour faire c'est top, quoi. ouais. Ouais, alors oui, ouais, globalement je suis d'accord avec toi. T'as vu ça? Global using, globalement, c'est bon, allez, la petite blague du soir, là. Mais après, sur ce sur quoi il faut être vigilant, c'est sur la partie modèle et DTO. Parce que tu peux avoir des Ouais. modèles qui ont les mêmes noms et si tu mets ça en global using, tu peux passer une plombe à comprendre pourquoi il veut pas, c'est déjà utilisé, machin. Le côté ambigu, ouais. Ça, je Mhm. suis d'accord, ouais. Donc, maintenant, bah, on va voir le résultat final. J'ai mis Hello Kitty, une histoire effrayante, à la préhistoire, à la C'est préhistoire, le setup et parfait. 5 minutes. Oui, bah, on veut un truc joli quand même. Ah ouais, Hello non, Kitty, moi, j'ai trouvé qu'il se débrouillait plutôt bien, honnêtement. ouais, j'ai vu tes captures, ouais. Parce que ma femme avait supposé, bah, je vais le montrer juste après, mais elle avait Ouais, suggéré un avocat qui était pirate ou aventurier. Bah, pour l'avocat d'Ali, ouais, voilà. Donc là, on voit que ça, c'est toute la partie. Je vais passer par là. Completions, nickel, ça marche, ça. Et ensuite, texte ou image. Ça, c'est l'API qu'il a appelé chez Azure, GPT-4. Ensuite, il a appelé une fois la location. Il appelle la location, ce que je vous disais, l'operation location, pour essayer de récupérer le statut. Et on voit la réponse, status running. Donc le résultat est vide, hein. Il n'y a rien. Status running. Là, il est succeed. Et si on regarde le résultat, on doit avoir l'URL. Et là, on a l'URL qui a généré toute notre image. Et si on regarde le résultat, et voilà, on a une jolie pas mal. image pour une histoire pour enfants. Pour enfants, ouais. Tout est Hello relatif. Kitty à la préhistoire qui fait peur, ouais, c'est Ouais, ouais. un Donc voilà. concept, hein. Donc on a pris un peu de temps pour tout expliquer, mais honnêtement, vous avez pu le voir, c'est très très simple d'utiliser les API d'OpenAI à l'heure actuelle. Si vous n'utilisez pas l'autocomplétion comme moi, normalement, vous ne devriez pas avoir d'erreur. Mais honnêtement, voilà, même si j'avais un peu préparé la chose avec au moins l'IHM, même si elle n'était pas géniale, elle permettait au moins de faire ce qu'on avait besoin. Le reste, le client GPT et le client DALI étaient très, très, très simples à utiliser. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça avec attention. Et si vous avez des questions, bah, allez-y, je vous en prie. Et Eh ben, je merci. redonne la main à Christophe pour qu'il Je finisse un peu reprends. la démo. C'est fait. Alors, Avec je grand plaisir. vais partager l'écran numéro 2. Hop, voilà. Bah écoute, on n'a pas de questions, on les a traitées au fil de l'eau. On a des Super. remerciements.
Ah, c'est cool. Donc là, en fait, Alexandre va montrer la partie Azure. Je vais rapidement vous montrer sur mon VS la partie OpenAI classique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai souscrit un abonnement à OpenAI, celui de ChatGPT, donc. Donc vous souscrivez, et comme disait Alex, c'est un abonnement à la consommation. Donc vous voyez, les quelques essais que j'ai faits m'ont coûté 14 centimes. Il va falloir que je fasse une cagnotte Litchi parce que je m'en sortirai pas. Et dans l'idée, en fait, vous avez donc des API qui classiques. Donc là, j'en ai fait deux. Et d'ailleurs, Thierry ne pourra pas les prendre, les miennes. De toute façon, on les fait une rotation, mais au cas où. S'il est encore là, Thierry, voilà. Et dans l'idée, vous allez avoir après l'API reference qui vous permet de travailler avec ça. Alors, on peut le faire à la façon classique, en mode HTTP client, ou avec une lib nugget assez intéressante qui est donc OpenAI API.NET, donc un package nugget qui est relativement actif d'ailleurs, ça bouge quand même pas mal. Et en fait, c'est super simple, vous voyez, vous avez 3 lignes de code pour faire la récupération des infos. Donc vous déclarez en fait cette lib avec l'API key, vous récupérez donc un objet API et dessus vous allez avoir plusieurs éléments. Donc par exemple, si on veut faire du chat, je descends un petit peu, on va retrouver un peu la même logique que ce qu'Alexandre avait fait. Donc, ce qu'on peut faire un open system message en lui définissant un contexte pour qu'il se mette dans un contexte un petit peu particulier pour réfléchir différemment. Et après, on a le add user input et on peut récupérer après ces messages directement. Donc, j'en ai fait moi une librairie avec Mud Blazor, hein. Comme il a dit, il y a une petite guerre de clochers qui traîne là, comme ça. Moi, c'est en Blazor Server, pareil, guerre de clochers aussi, je pense. Non, non, moi Donc, j'aime bien les deux par contre. Mais je préfère voilà. serveur quand même, j'avoue. Donc, vu qu'on est quand même une communauté .NET francophone, j'ai fait l'effort de le franciciser. Bah alors par contre, ça risque de donner des résultats qui sont peut-être plus aléatoires que ceux d'Alexandre, étant donné que, comme il l'a bien précisé, l'entraînement nécessite que la langue soit bien prise en compte. Donc le français est quand même pas trop mal répandu, mais c'est pas au niveau de l'anglais. Donc je vais prendre le fameux avocat de ma femme, qui est donc le fruit, je précise, pas le métier. On n'a pas envie d'avoir des trucs un peu compliqué. On va le mettre dans le futur, parce qu'Alexandre n'a pas le futur. On va en faire une histoire complètement farfelue. Alors là, moi, pour la durée, j'avais laissé un truc en minutes parce qu'on n'en avait pas reparlé derrière. Et dans mon premier one shot, j'avais mis la durée, donc on s'en fiche un petit peu. Une option pour générer la couverture. Et en fait, moi, je l'ai fait en mode Happen, vous voyez, un petit peu comme ChatGPT, c'est-à-dire que vu que j'utilise OpenAI, et cette lib-là me fournit un ESync enumerable sur lequel je vais pouvoir itérer et ça me fait un petit peu une, un chat GPT-like, en gros, comme celui qui avait montré en début de la session, où est-ce qu'en fait, l'histoire va être dictée au fur et à mesure. Donc là, moi, en arrière-plan, j'ai lancé également DALL-E, le temps qu'il est en train de faire le await sur le async enumerable, il génère l'image en arrière-plan, de telle sorte que quand le texte se termine, en théorie, l'image devrait être là. Donc là, il raconte sa petite histoire. Je pense qu'elle est assez comique à lire, à mon avis. Et en fait, c'est vraiment super simple d'avoir cette lib-là pour travailler avec ce genre d'API, parce que voilà, ça simplifie énormément le truc. On l'a vu avec le client HTTP, c'est possible, on peut tout faire avec les clients HTTP, mais bon, les libs sont quand même là pour nous donner un certain confort. Donc là, c'est Guacamole avec FruitTech. C'est quand même vachement, c'est vachement bien, hein. Alors, ce qu'il faudrait faire pour pousser un petit peu je pense le truc, ce serait d'aller extraire des informations depuis le texte pour l'alimenter ici d'Ali, mais voilà, on a un avocat qui, alors là, il a vraiment poussé le concept à fond parce qu'il a pris le fruit, mais il l'a habillé en avocat, quoi. Donc il va loin. Mais bon, c'est un petit peu l'idée en fait donc ça, comme je le rappelle, c'est une idée originale de ceux qui ont fait la newsletter Snowball, c'était une idée de business, hein. Donc il y en a peut-être certains qui vont sortir des trucs plus sérieux que ça, nous c'est vraiment la démonstration. Niveau code, c'est vraiment super simple. Donc ici, moi, j'ai fait beaucoup moins propre qu'Alexandre, hein, donc ça ne plaira peut-être pas à Arius pour la séparation des concerns, mais en fait, j'ai directement récupéré ma configuration par élection de dépendance. Et ici, je génère tout. Donc en fait, pour générer tout ce que vous avez vu à l'écran, j'ai en tout 70 lignes de code. Donc ici, je fais un OpenAI. Donc je crée en fait mon client OpenAI, comme je l'avais montré dans la documentation. Je n'ai pas fait le Open System ici parce qu'au début j'ai fait plusieurs essais, donc là je me suis viandé un petit peu sur cette partie-là. Parce qu'ici, typiquement, comme l'expliquait Alexandre, ça devrait être la mise en place du contexte au niveau système. Et après, je lui fais un user input en français et je lance en background la génération de l'image. Et pendant que je récupère le texte ici, en fait, l'image est en train de se générer vu que c'est une task. Et à la fin, je récupère la task de l'image si la génération a été demandée. Je mets tout ça sur la partie graphique et bam, je fais un state hash change et puis voilà. Donc là, moi, j'ai fait vraiment super simple. J'ai pas été dans la séparation de faire un client, un service et tout ça. J'ai tout mis ici dedans. Le but, c'était vraiment de montrer l'utilisation de l'API.
et surtout de leur libre. Donc, en fait, cette partie-là pourrait être sortie dans la génération du texte, cette partie-là dans la génération de l'image, et ça pourrait se gérer totalement différemment. Mais en gros, c'est super, super simple à utiliser. Et donc là, je pense qu'on a devant nous, en fait, des exemples de code qui sont vachement simples. Là, on a fait ça un peu en mode déconne avec un générateur d'histoire pour enfants, et je pense que si on voulait vraiment faire quelque chose de commercialisable et utilisable en termes de vrais produits, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, ne serait-ce que sur l'ergonomie et sur la partie génération des illustrations. Mais ce qu'on voulait montrer par le biais de ce petit live, c'est la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut interagir avec ces intelligences artificielles, la puissance qui est derrière. On parlait rapidement au début de de ce live des quelques dangers qu'on pouvait y avoir, notamment sur le plan intellectuel, des gens qui allaient se délester totalement sur l'intelligence artificielle pour ne plus avoir d'esprit critique. Mais pour ceux d'entre nous qui sont assez éveillés, et surtout la partie développeur, c'est pas là pour nous remplacer. Je pense même qu'on peut avoir aujourd'hui des trucs assez intéressants. J'en parlais avec Alexandre pas plus tard qu'avant-hier. Ça pourrait être vachement sympa d'avoir un chatbot comme ça, qu'on alimente avec nos produits, avec tout notre contexte business, toutes les infos de notre entreprise. Et au lieu d'avoir un pauvre chatbot qui a un arbre décisionnel avec trois, quatre questions, et quand on arrive à une fin d'un arbre, dans une branche, sur une feuille qui ne sait pas quoi dire, il vous renvoie à un conseiller, ben là, on pourrait avoir quelque chose de vraiment, vraiment dynamique, qui fait des redirections et qui interagit avec des gens qui dialoguent vraiment, quoi. Donc, c'était ce petit live avec toute l'expertise d'Alexandre qui a pu répondre à Je, toutes vos je questions. vous Il a même vous ai profité mis pour un répondre. lien. Je vous ai mis un lien sur le sémantique kernel, c'est ce dont Christophe est en train de parler, c'est-à-dire de mettre en relation les données de votre entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire une base de données ou des fichiers, etc., et de pouvoir créer des liens entre des prompts et des données de l'entreprise. C'est extrêmement puissant. C'est pas encore ultra mature, parce que je pense qu'ils vont le simplifier pour la compréhension, honnêtement. Moi qui suis issu du monde du dev, j'ai eu énormément de mal à comprendre. Donc, je ne doute pas de vos capacités, hein. Je dis juste que c'est très dur d'accès, hein. Ouais, non, mais Honnêtement, c'est très dur d'accès. Mais ça va changer. Il y a toute la partie, ce qu'ils appellent les recherches vectorielles, le sémantique kernel, etc. C'est des choses qui vont arriver très vite pour pouvoir arrêter de jouer avec le playground de ChatGPT et passer à des applis professionnelles. Parce que le constat à l'heure actuelle, moi qui suis dans le monde de l'entreprise, euh, c'est que tout le monde a envie de jouer avec, mais personne a réellement le courage de monter une appli dans son système d'information avec ChatGPT ou avec une IA générative pour s'en servir pour faire des rapprochements de factures, par exemple, ou des rapprochements typiquement quand on vous demande un devis, vous, avec l'IA, vous pouvez aller regarder si vous n'avez pas déjà un devis équivalent avec les données de votre système d'information, etc., etc. Mais personne n'est prêt encore à le faire. Donc il faut encore que ça se démocratise un petit peu, même si on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de hype, un peu moins de courage chez les clients, chez les entreprises, mais ça va venir. On tient le il y a bon une bout, je peur, pense. il y a une peur aussi de la fuite de la donnée, hein, parce que si tu donnes Tout ça à à fait. un algo, ils ont peur qu'il suffit Mhm. d'une fuite ou d'un mec qui arrive un peu à tordre ton bot et il peut recracher ton SQL, quoi. Enfin, Ouais. j'exagère volontairement l'image, mais un gars qui s'y connaît bien, un data scientist ou un gars qui connaît bien ce mode de truc-là et qui a des prompts adaptés, il pourrait trouver des failles dans ce genre de choses et trouver des données sensibles, quoi. Mais voilà. En tout cas, on a devant nous clairement Oula, je t'ai vraiment. perdu. Ah, tu m'as perdu? Non, enfin, ça a coupé un petit moment. Bon, je disais qu'en tout cas, on a devant nous un boulevard de possibilités avec l'IA et tout ce Exactement. qu'on peut faire. Là, on a montré vraiment, on a gratté la surface et ça nécessiterait vraiment beaucoup plus d'ingénierie pour faire des trucs qui sont nickel. Mais vous avez vu, en tout cas, comme en peu de temps, c'est assez facile à mettre en place, que ce soit avec Azure et la lib d'Alexandre ou moi avec OpenAI. Ici, voilà, vous avez 70 lignes de code et j'ai un générateur d'histoire pour enfants qui est certes imparfait, mais qui a le mérite d'exister. Euh, Ça clôture donc ce premier live. Je vois que Arius est assez actif dans le chat et a posé d'ailleurs des trucs d'actualité vers un lien BFM TV avec cette histoire. Oui, ça commence à être interdit un petit peu partout d'ailleurs, l'intelligence artificielle à cause de ça, hein. Il y a eu, il y a des abus et la première réaction de l'humain d'avoir peur d'un abus, c'est d'interdire. Alors, je pense pas que ce soit la solution, mais bon. Ça, après, c'est un autre débat plus philosophique et politique. Donc, nous, on va rester sur la partie technique pour ce soir pour éviter de, de déraper. Est-ce que
certains d'entre vous ont d'autres questions, des observations ou autres, sinon, je pense qu'on va vous laisser là et on se dira à bientôt pour une prochaine session sur un autre sujet. Je surveille le chat. Donc, comme je le disais, tout ça est enregistré et je vais probablement couper la partie du début parce qu'on avait la partie attente et je vais donc après la publier sur la chaîne YouTube en mode untouched, c'est-à-dire le live tel qu'il s'est produit, quoi. Peut-être mettre un filtre sur ma tête pour paraître un peu plus joli, mais sinon, voilà. Bon, il n'y a pas plus de questions que ça. Je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Merci beaucoup à toi, Alexandre, d'avoir partagé ton expertise. Même moi, j'ai appris énormément de choses sur la partie modèle et tout ça. Donc voilà. Ah, Alexandre veut que je le unmute. Hop. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Il n'y a pas de souci, avec plaisir pour refaire ça quand tu veux. Ça marche. De toute façon, voilà, on se tient au courant. Comme je vous l'ai dit, Alexandre Ouais, bien contribue sur sûr. le blog, donc vous allez sûrement avoir des articles passés de sa part. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez participer vous aussi ou avoir des idées de live ou autre, n'hésitez pas à m'écrire directement en LinkedIn, Discord ou autre. Et comme ça, on met ça en place et on fait ça tout pour le mieux. Voilà. Je vous remercie tous et puis bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée.